contenu de WWF. Donc, je ne vais pas revenir sur les défis, je crois qu'ils ont été largement traités durant la journée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le WWF produit tous les 2 ans un rapport qui s'appelle le rapport Planète Vivante. Le dernier a été produit en 2010 et c'est un espèce d'état des lieux de la planète qui fait la balance entre l'empreinte écologique globale qui est en train d'augmentation et la diminution de la biodiversité. En très résumé, donc ce rapport nous dit qu'actuellement nous consommons 1,5 planètes, donc on n'est clairement pas en train d'avoir des modes durables, et que d'ici 2030 on aura besoin de 2 planètes. Donc évidemment on les a pas, ces 2 planètes, et le WWF réfléchit justement à des solutions pour pouvoir vivre sur cette unique planète que nous avons, et en 2004 est venu avec le programme One Planet Living. C'est issu d'une collaboration avec l'ONG anglaise qui s'appelle Biorégional. Donc nous avons travaillé ensemble sur l'élaboration de ce programme. Le but est de créer un réseau de quartiers durables à travers le monde qui vise à montrer, à donner l'exemple, à montrer qu'il est possible d'avoir des modes de vie durables, sains et économiquement viables. Donc il existe plusieurs communautés One Planet Living à travers le monde. Là, vous voyez, il y en a de la Chine à San Francisco en passant par l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler plus particulièrement de 3 de ces communautés. Une qui se trouve dans le quartier de Sutton, qui est à Londres, en Angleterre. Un complexe touristique au Portugal, qui s'appelle Mata de Sesimbra, et une ville qui s'appelle Masdar aux Émirats arabes unis. Donc pour commencer, BED, qui veut dire Bellington Zero Emission Development, qui est ce quartier dans le sud de Londres, donc dans la zone de Sutton. C'est vraiment le projet pilote qui a été lancé en 1997, qui était vraiment là pour donner un modèle, un exemple qui puisse être éventuellement réplicable dans diverses régions. C'est la création de 100 unités de logement qui représentent environ 300 personnes. Dans ces 100 logements, il y a 30% de logements sociaux pour les personnes qui ont des difficultés financières, 2500 mètres de bureaux et de commerce, plus des théâtres, des zones de loisirs, des jardins, etc. C'est le premier quartier de cette taille avec ce niveau-là d'efficacité énergétique en Angleterre. Et le premier habitant est arrivé au logement en 2002, donc ça fait bien 6 ans. Ce projet a coûté 15 millions de livres. Et il persiste toujours aujourd'hui. Le deuxième projet, donc, comme je disais, c'est au Portugal, ça s'appelle Mata de Sesimbra. C'est un projet, ce n'est pas un quartier durable, là c'est vraiment un complexe touristique. Et c'est un endroit assez particulier dans le sens où le but à la base était de reboiser une région. Donc vous voyez sur une zone d'un peu plus de 5000 hectares, la majorité de la zone est là pour faire une réserve naturelle au reboisement. Le reste est un site touristique avec 6000 logements, donc à peu près 25 000, et c'est un projet qui a créé environ 11 000 emplois. Masdar, qui se trouve aux Émirats arabes unis, c'est un peu la ville du futur, c'est un peu un plan un peu de science-fiction. C'est la première éco-ville au monde et qui est en train d'être construite en ce moment même, au milieu du désert, et qui est à 30 km d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. C'est un des chefs locaux qui s'est dit qu'il fallait préparer l'après-pétrole, qui dans cette région se trouve c'est discutable, à environ 150 ans de maintenant. Et l'idée vraiment, c'est de faire une espèce de ville vitrine où toutes les nouvelles technologies sont essayées au niveau énergétique et au niveau développement durable dans son ensemble. Et il y a même un institut de développement des énergies renouvelables qui est créé sur place. C'est une ville de 6 km² qui va accueillir 50 000 habitants et 1500 entreprises. Donc vous voyez, elle a coûté relativement cher, 30 milliards de dollars, mais les pétrodollars, ça rapporte, donc il y a des moyens qui sont mis à disposition. Et la ville devrait être, disons, terminée en 2007. Les 10 principes One Planet Living. Donc ces principes
couvre tout à fait tous les sujets qu'on a discutés aujourd'hui. C'est vraiment comme une espèce de checklist qu'on peut utiliser quand on met sur place un plan d'action en développement durable et qui servent vraiment qui peuvent être utilisés à différentes échelles en fait. Là, je vous le montre dans le cadre d'un quartier durable, mais ça peut être utilisé à l'échelle d'un individu, d'une entreprise, même d'un État. Il y a des JO de Londres qui ont utilisé les principes One Planet Living, donc c'est vraiment utilisable à différentes échelles. Donc il y a zéro carbone, zéro déchet, transport durable, matériaux locaux durables, alimentation locale et durable, gestion durable de l'eau, habitat naturel et biodiversité, culture et patrimoine, équité et partenariat locaux, et enfin qualité de vie et bien-être. Malheureusement, je n'ai pas le temps de passer à travers tous ces principes aujourd'hui. Je vais vous en présenter 5, les 5 premiers. Si on a l'occasion d'en discuter après, ça me fait plaisir que je vous parle des autres qui sont tout aussi intéressants. Il n'y a pas de... c'est clair que si vous regardez, il y a en fait, ceux qu'on appelle un peu les principes durs, qui sont vraiment le carbone, le déchet, etc. Puis les principes doux, qui sont plus la culture, l'équité. Mais le but n'est vraiment pas qu'il y ait une priorité dans ces principes et qu'ils soient tous traités avec le même niveau d'importance. Donc le premier, zéro carbone. Le but, évidemment, ici, est d'avoir 100% d'énergie renouvelable dans la construction et les infrastructures et les bâtiments. Si vous prenez l'exemple de Mazda, ça c'est une photo de Mazda, justement, vous voyez tous les bâtiments ont des panneaux solaires, ils sont intégrés dans les bâtiments. En 2009, une centrale solaire a été inaugurée, c'est la plus grosse centrale solaire de la région, avec près de 9000 panneaux photovoltaïques. Évidemment, au milieu du désert, donc c'est optimal au niveau de l'ensoleillement. Ensuite, il y a l'eau est chauffée par géothermie. Il y a des éoliennes tout autour de la ville. Et comme il y a les vents du désert sont très forts, les éoliennes peuvent fonctionner en plein régime. Et il y a tout un aspect de gestion intelligente de l'électricité au niveau du type de matériaux Wi-Fi, etc. qui est utilisé. Zéro déchet. Alors l'idée ici, c'est vraiment d'éliminer le concept même de déchet. Donc en Suisse, on est on n'est pas trop mal au niveau du tri, on connaît assez bien ces poubelles de couleur, on fait ça depuis assez longtemps. Par contre, on est un peu moins fort en ce qui concerne réduire la quantité de déchets. C'est bien beau de recycler, mais si on pouvait ne pas en produire, ce serait encore mieux. Donc il y a tout un aspect sur lequel on peut travailler, c'est sur la récupération des produits et la revalorisation du déchet. Dans le cas de BZ, donc en Angleterre, il faut bien s'imaginer qu'en Angleterre, il y a 10 ans, le tri des déchets, c'était clairement pas une évidence. Donc ils ont dû vraiment mettre en place des objectifs. L'objectif ici est 60% des déchets recyclés. Ça paraît un peu comme ça, mais si on pense qu'à peu près 30% des déchets sont des déchets compostables, c'est un chiffre qui est assez ambitieux. Donc dans chaque usine a été installé des poubelles de tri, comme on les connaît encore assez bien en Suisse, mais qui étaient assez révolutionnaires à l'époque. Il y a les zones de compostage, et puis il y a tout un aspect d'impliquer vraiment les résidents dans ce tri des déchets. Donc ils avaient un manuel de résidents au moment d'arriver et d'aménager dans ces régions, où on leur expliquait qu'est-ce qu'il fallait trier, dans quelle poubelle mettre quoi, et quand est-ce que les choses allaient être récoltées, et comment est-ce qu'on pouvait éventuellement aussi récupérer certains déchets pour les réutiliser. Au niveau du transport durable, quand il s'agit des grands quartiers, il y a vraiment un aspect de diminuer les besoins en déplacement. Ce qui est vraiment, c'est vraiment une idée de repenser la ville, de comment la ville a été construite. Ici en Suisse, par exemple, on a très souvent les centres commerciaux qui sont à l'extérieur des villes, comme des zones de résidence. Donc on va avec sa voiture le samedi, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport, puis en plus de ça, on aura plein de cornets, donc c'est pas très pratique. Et puis après, on revient en voiture. Et chacun fait ça avec des voitures individuelles, c'est pas très écologique, évidemment. Donc là, l'idée, c'est de concentrer les commerces, les zones les bureaux et les zones résidentielles dans un endroit où on dit la règle est 5 minutes, donc ça fait accessible à 5 minutes. Au niveau de la qualité de vie, vous imaginez bien que c'est aussi bien plus agréable. Ce qu'on voit ici, c'est un peu futuriste, c'est une
voiture qui est un Mazda. C'est pas une voiture, en fait, ça s'appelle Personal Rapid Transit. Ce sont des transports collectifs légers et électriques qui fonctionnent à la demande, donc il n'y a pas de chauffeur, vous pouvez mettre 4 à 6 personnes dedans, et vous indiquez simplement où vous voulez aller, et ça vous emmène dans un endroit précis. Ça va être construit souterrain, parce que c'est vraiment des zones de trafic précises, et c'est vraiment le but d'avoir un petit véhicule relativement indépendant, mais quand même commun, dans le sens où c'est pas quelque chose de privé. De nouveau, à Mazda, il y a aussi tout un aspect, donc il faut aussi reconceptualiser. En Suisse, les trains, ça fonctionne super bien, il y en a partout, dans tous les sens. À Mazda, dans les Émirats arabes, ce n'est pas le cas. Les transports publics sont devenus ne rendent pas une évidence non plus. Donc ils vont vraiment devoir investir dans les infrastructures, développer un métro pour aller relier à Abu Dhabi, et toute une connexion ferroviaire avec les grandes villes régionales, notamment Dubaï. Maintenant, au niveau des matériaux durables, on parle là surtout de matériaux de construction, dans la construction de ces quartiers. Le but, c'est qu'ils soient locaux, qu'ils soient si possible récupérés, si possible recyclés, ou en tout cas recyclables, donc avec un impact écologique moindre. Dans le cas de BZ, la photo l'illustre BZ, 100% de l'acier a été récupéré localement, et récupéré localement, on ajoute deux aspects. Une grande majorité du bois de charpente a été aussi récupérée ou labellisée FSC, qui est le label pour les forêts gérées durablement. Plus de la moitié des matériaux sont d'origine locale, donc dans un rayon de 35 miles autour du quartier. Et des milliers de tonnes de matériaux ont été recyclés ou récupérés. Enfin, l'alimentation durable, je pense que là, on a beaucoup parlé à la séance d'avant, donc je ne vais pas trop en parler, mais je crois que l'idée, c'est vraiment de dire qu'on essaie d'avoir un maximum d'aliments produits dans un rayon entre 50 et 100 km, et donc l'agriculture de proximité, et donc l'agriculture biologique, et tous les partenariats avec les agriculteurs locaux qui sont évidemment essentiels. Il y a aussi toute une nouvelle mouvance qui sont par rapport au jardin urbain, que je trouve très intéressant parce qu'il y a vraiment l'idée de ramener la nature à l'intérieur des villes, qui est intéressant, qui peut être sur des toits ou dans les parcs. La nature vision, ça ressemble beaucoup en valeur, mais moi je trouve que c'est plutôt intéressant, inspirant. Donc je vais m'arrêter là, il y en a encore 5, comme je vous ai dit. Simplement pour vous dire que les communautés organic living sont des lieux qui visent à être accessibles à tous, qui respectent l'environnement et où on espère les faire bon vivre. Voilà, merci pour votre attention. Localiser la ville de Lyon, mais quand même le territoire de Lyon-Confluence en rouge, qui est évidemment à la confluence du Rhône et de la Saône. Comme on vient de vous l'indiquer, je travaille effectivement pour la SPLA, le projet Lyon-Confluence, qui est un projet un peu singulier, puisqu'il s'agit de prolonger le centre-ville de Lyon. On a la chance à Lyon d'avoir un territoire de 150 hectares qui est quasiment vide. Je me répète sur les voix si les habitants m'entendent le dire. En tout cas, il n'y a pas une très forte densité jusqu'à présent, alors qu'il se situe au centre-ville de Lyon et qui bénéficie d'un potentiel tout à fait considérable en termes de connexion avec les réseaux. Il y a la gare de Perrache, il y a le métro, il y a tout ce qu'il faut, il y a un paysage exceptionnel et donc un foncier disponible. Et le choix politique a été fait il y a une bonne dizaine d'années maintenant, un peu plus même une quinzaine d'années, de prolonger le centre-ville de Lyon sur ce territoire. Et donc c'est ma société, la SPLA Lyon-Confluence, qui est en charge de mener cette opération. Alors cette opération sur 150 hectares, elle se fait en plusieurs phases. Vous verrez que c'est un point important dans la temporalité dans le cadre d'une démarche de développement durable. Une première phase, une première ZAC, c'est l'outil administratif qui en France nous permet de développer ce type d'opération. Une première ZAC côté Saône, la rivière Saône ici et le Rhône sur ce territoire, mais vraiment à proximité du centre-ville, la place Bellecour, pour ceux qui connaissent Lyon, et à une volée d'ici. Cette première ZAC qui aujourd'hui est opérationnelle, sur laquelle on va construire 400 000 m² de bâtiments avec une mixité fonctionnelle, une mixité sociale également, qui est développée donc, depuis 2003, qui devrait s'achever autour de
2015 et qui est aujourd'hui réalisée aux 3/4. La deuxième ZAC en bleu, qui elle aussi développe un peu plus de 400 000 m², qui est en phase d'étude aujourd'hui sur un foncier là aussi industriel. Et puis le quartier existant avec le projet RU de Saône, donc il y a un aménagement en bord de Saône et le quartier Saint-Blandine, qui est le quartier historique, on va dire, de cette péninsule. Puisque le centre-ville de Lyon, qui se situe donc juste au nord, comme je vous l'indiquais, vous voyez, avec une forte densité, s'arrêtait, maintenant on peut le dire, à la gare de Perrache. On a mis une double frontière à travers les âges, c'est un petit peu l'histoire de la ville. D'une part, une gare pour fermer ce territoire, et puis comme si ça ne suffisait pas, on a ajouté la présence d'une autoroute ici pour assembler de véhicules. Donc, ce qui explique un développement un peu singulier de ce territoire. Néanmoins, le quartier Saint-Blandine est un quartier populaire avec une identité propre. Il a vécu, malgré ça, en étant un peu derrière la ville, avec un certain nombre d'équipements qui ont été implantés, tout ce qu'on ne pouvait pas voir en ville, tout simplement, et puis une vaste zone industrielle sur la partie sud, donc sur laquelle on développe ces deux phases, la ZAC 1 et la ZAC 2. Voilà, donc c'est un projet qui, d'un point de vue urbanistique, est ambitieux. 150 hectares, je le rappelle, donc à peu près 1 million de mètres carrés à construire, de bureaux, de logements, d'équipements, évidemment, d'équipements publics, de commerce. Ça se fait sur une vingtaine, 25, 30 ans, on ne sait pas encore exactement. Je disais que ça fait 15 ans que la société existe, ça fait 10 ans qu'on est en phase opérationnelle, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de recul aujourd'hui et de vous faire part de notre démarche. Donc, voilà quelques images très rapides de l'ancien port industriel, par exemple, d'un parc, je reviens en arrière, d'un parc en bord de Saône qui prend la place de zone industrielle avec une usine à gaz, donc vous donnez une idée sur ce territoire. Ici, l'ancien port industriel de Lyon qui a été donc réhabilité, le port en haut. Voilà, donc différentes images. Aujourd'hui, le territoire de Lyon-Confluence existe. Il y a des habitants qui sont arrivés depuis 2-3 ans. Il y a des commerçants, il y a la ville qui s'est installée sur une zone qui était complètement coupée du reste du territoire. Donc, on est à peu près au milieu du guet, ce qui nous facilite la tâche pour vous parler de notre démarche développement durable, parce qu'on a toujours été, on est une petite équipe, on est une vingtaine de personnes, on a toujours beaucoup de difficultés à dissocier notre démarche développement durable de notre métier d'aménageur, parce que pour nous les choses sont liées, et finalement le développement durable, de notre point de vue, c'est que de l'aménagement d'incentif, en tout cas de l'aménagement contemporain qui répond aux défis actuels. Donc, on ne s'est jamais lancé dans une démarche très, on va dire, très structurée. On a plutôt répondu aux questions de manière opportuniste. Et je vous propose aujourd'hui de revisiter, voilà, depuis 1998, les grandes étapes qui ont forgé cette démarche, donc de 1998 à 2010. En 1998, le lancement de l'opération avec deux grands objectifs. Premièrement, la prise en compte de l'évolution des sols, qui a donné lieu à une évolution de la législation française. Donc là-dessus, on a été assez innovant avec une stratégie très volontariste. Encore une fois, on est sur un territoire qui, malgré sa proximité avec le centre-ville, était un territoire industriel du 19e et 20e siècle. Donc vous imaginez la qualité des sols et le défi de vouloir ici redensifier, faire du renouvellement urbain sur ce territoire, ça nécessitait une prise en compte de la dépollution et donc une responsabilité de l'aménageur qui a assumé toutes ces dépenses pour revaloriser ce territoire. Donc c'est à la fois la responsabilité de l'aménageur et en même temps l'idée de renouveler un territoire et de transformer les anciennes usines à gaz en parc, comme vous avez pu le voir. Parallèlement à ça, on a lancé une concertation auprès du public, donc qui est ouverte depuis 1998. On a plusieurs outils pour ça, évidemment des sites web, mais aussi un lieu d'accueil. D'ailleurs, je vous invite tous à vous arrêter à la Maison de la Confluence la prochaine fois que vous passerez à Lyon pour découvrir le projet. On a les maquettes et vous avez les moyens de vous exprimer sur le projet, même si vous n'êtes pas lyonnais.
2001, la prise en compte du temps dans le projet. Je vais expliquer que c'est quelque chose d'essentiel. On a une vision à 25 ans. 1 million de mètres carrés sur une ville d'1 million d'habitants, ça a un impact très très fort, donc ça se fait pas en 10 minutes, ou alors on fait une ville nouvelle et on a suffisamment de recul aujourd'hui sur ce qu'il y a une ville nouvelle pour éviter de faire les mêmes erreurs. D'où l'idée de partager ce territoire en plusieurs phases avec la partie en rouge, la côte des Saules, où on avait des opportunités foncières qui a été le démarrage de l'opération, et puis ensuite un développement progressif de ce territoire. L'idée de progressivité nous amène à l'idée d'amélioration, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'objectifs au début des années 2000 qui sont aujourd'hui dépassés, et grâce à cette progressivité, on a été capable de se remettre en cause, on est encore capable de se remettre en cause et à chaque fois d'améliorer nos performances d'un point de vue environnemental. Pour ce faire, en 2002, on s'est adjoint les talents d'un bureau d'études qui s'appelle Tribu, un bureau d'études en développement durable qui est très connu en France et même en Europe, qui nous a aidé à établir un diagnostic fort sur notre premier plan masse, sur le premier dessin du projet, nous demandant particulièrement de travailler sur la question énergétique et sur la question des déchets. Et on a établi avec eux un premier cahier des charges de cession de terrain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tant qu'aménageur, on est propriétaire des terrains. Donc c'est notre responsabilité évidemment de les dépolluer, mais à un moment donné, on est des passeurs et on les donne à des promoteurs, on les vend à des promoteurs, pour être tout à fait honnête, en leur imposant un certain nombre de contraintes. Alors évidemment, des contraintes architecturales, des contraintes programmatiques, par exemple, s'ils font des bureaux, s'ils font des logements, par exemple, s'il y a des équipements publics, des commerces en rez-de-chaussée. Et chose nouvelle, en 2002, on avait un cahier des charges de qualité environnementale. C'était une première sur ce territoire. Donc ces cahiers des charges environnementales dans lesquels on leur impose encore des objectifs quantitatifs précis sur la consommation énergétique, sur les performances d'isolation. Donc l'énergie est un élément très très fort sur tout le territoire, c'est partie des grands objectifs, mais notre objectif premier en tant qu'aménageur, c'est le confort et la qualité de vie. Donc on a repris grosso modo les ciblages suivants, les adaptant à chaque fois. 2004, le projet européen Concerto sur les premiers îlots de logement qu'on a lancés. Donc trois îlots qui représentent à peu près 75 000 mètres carrés de logements et de bureaux. Ça représente en gros 400 logements. Programme européen Concerto, donc des financements de la Commission européenne, qui nous a permis d'augmenter encore la performance de nos cahiers des charges environnementaux et de créer des logements qui allaient bénéficier de chaufferie bois. Donc on a 80% d'énergie renouvelable sur ces bâtiments, ce qui était un défi en 2003, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait exceptionnel, mais en 2003, quand on a commencé à dire qu'on allait faire à la fois de l'architecture, de la qualité architecturale et de la performance énergétique, il y a eu quelques questions qui sont posées. En tout cas, c'est un élément très fort pour nous parce que ça nous a permis d'augmenter sur les autres projets, d'augmenter ces performances. En 2007, on a commencé à étudier la deuxième partie, la ZAC 2, donc la partie rouge côté Rhône du territoire, avec une autre stratégie. En France et un peu partout ailleurs, généralement quand on lance un projet urbain, on a d'abord un architecte urbaniste qui décide un projet, et puis bien souvent on se demande comment est-ce qu'on va vivre, comment on va circuler et ce qu'on va y faire. Là, on a voulu prendre les choses de manière un petit peu différente, fort de notre expérience passée. Vous voyez un modèle d'organisation au cœur duquel on trouve la maîtrise d'ouvrage avec son assistant développement durable et son assistant pollution au centre du dispositif. On a demandé aux architectes de poser leur crayon. On a créé un pôle programmation, on a un pôle un peu plus technique, puis un pôle design. Et pendant un an, on a travaillé sur quel type de vie on voulait, quel type d'avenir on imaginait sur ce territoire avant de commencer à travailler. 2009, l'éco-rénovation, encore une fois fort de nos succès sur les bâtiments neufs. On augmentait encore jusqu'aux bâtiments passifs la performance des bâtiments neufs.
s'est posé la question du quartier de Saint-Denis, le quartier existant dont je vous parlais tout à l'heure, en se disant que c'était un petit peu cocasse d'avoir des bâtiments neufs qui allaient consommer 15 kWh par mètre carré par an, alors qu'on avait à côté 7000 habitants qui vivaient dans des logements à 200 ou 400 kWh le mètre carré. Donc on a lancé avec le Grand Lyon, notre collectivité, une étude d'éco-rénovation pour abaisser la consommation de ces bâtiments à 50 kWh par mètre carré par an. Aujourd'hui, on est en phase expérimentale sur deux opérations pilotes. Et puis en 2010, c'est le partenariat avec WWF, on fait partie du programme One Planet Living. Je ne vais pas revenir sur les disciplines qui nous ont été énoncés. C'est pour nous un élément fort sur lequel on s'appuie aujourd'hui, d'une part sur quelque chose qu'on arrive à pas mal maîtriser, c'est tout ce qui concerne la prescription. En tant qu'aménageur, on est capable de prescrire un certain nombre de choses, et notamment la performance énergétique. Vous voyez sur ce graphique l'évolution de la consommation. Alors pour les puristes, c'est en kilowattheure d'énergie primaire, tous usages. Vous voyez, ce qui est important, c'est la chute du diagramme. La performance énergétique qui évolue, les bâtiments neufs qui évoluent avec le temps. Aujourd'hui, la cité PRH, qui est un bâtiment existant, fait partie des opérations de réhabilitation des bâtiments existants qui se trouvent à ce niveau, donc à peu près au niveau des bâtiments Concerto de 2003. Et aujourd'hui, un programme qu'on est en train de lancer, piloter, un bâtiment énergie positive, qu'on fait en partenariat avec le NEDO, qui est l'ADEME japonaise, sur lequel on investit énormément, notamment sur la réduction de la consommation électrique. Donc c'est un autre chapitre pour nous sur l'énergie. C'est un objectif fort pour nous, la réplicabilité. Le programme Concerto a permis au Grand Lyon d'établir une charte qui est partagée maintenant sur l'ensemble du territoire. On a l'avantage d'avoir une visibilité assez importante sur le territoire de Lyon-Confluence, sur le territoire de Lyon, pardon. Et donc on préfère, plutôt peut-être une meeting, peut-être un laboratoire. C'est pour ça qu'on est content que le programme Concerto ait pu essaimer à travers la ville de Lyon, enfin l'agglomération de Lyon et même au-delà. On est content de voir que la partie éco-rénovation fera sans doute des émules dans les années à venir. Aujourd'hui, notre prochain challenge, c'est vraiment la consommation électrique. Comment est-ce qu'on aide les habitants à réduire leur consommation électrique? Voilà, pour synthétiser mon propos, les trois idées forces de cette démarche, c'est ce que j'expliquais au départ, l'ADN du projet, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui est vraiment dans les gènes du projet. On a la chance d'avoir un territoire industriel à transformer, ce qui est quand même très très fort quand on lance une démarche de développement durable, avec une forte densité, l'idée d'une amélioration continue, une remise en cause continue des performances énergétiques, et un objectif final, c'est l'innovation et la réplicabilité à l'échelle du grand territoire. Aujourd'hui, cette expérience d'une dizaine d'années, au cours de cette expérience, on a pu voir une forte évolution des métiers de l'urbanisme, que ce soit de l'appréhension de la part des promoteurs, qui étaient tout à fait volontaires au début pour faire du développement durable, mais ils ne savaient pas bien ce qui se passait, ils ne savaient pas bien de quoi il s'agissait. On est allé jusqu'à la formation de certains compagnons, certains ouvriers du bâtiment dans le cadre du Concerto. On a vu vraiment une évolution de tous ces métiers-là et on en est plutôt satisfait. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on a pu mesurer l'importance de cette évolution. En tant qu'aménageur, on est un petit peu les juges de paix de cette démarche-là, parce qu'il y a énormément d'arbitrage à faire sur ces questions, et la chance d'avoir une opération menée par un aménageur permet justement de garder une stratégie sur du long terme, puisque nous on est là pour défendre l'intérêt public et on est là sur une démarche longue. Et l'évolution des comportements, on est là également pour accompagner l'arrivée des nouveaux habitants, et c'est en ça que WWF nous aide également, accompagner les nouveaux habitants avec des formations, avec de l'information, avec la maison de la confluence dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi l'idée d'utiliser de nouvelles technologies pour accompagner les utilisateurs
utilisateurs et pas reporter tout sur simplement leur bonne pratique ou leur bonne volonté, mais aussi les aider grâce à la technologie. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous préfère cette question. Merci à parler d'un sujet qui me passionne depuis que je suis médecin pratiquement, qui est l'importance de l'activité physique dans notre santé. Alors, c'est le genre de truc qu'on dit tout le temps. L'être humain n'a pas arrêté de bouger. Il a toujours fait, il devait survivre, pour survivre, il devait bouger. Et c'est clair que pendant des centaines de milliers d'années, bouger, c'est synonyme d'utiliser ses muscles. Et donc, c'est pas une activité physique. Et j'en veux pour preuve cette très jolie étude, publiée il y a pas mal d'années déjà, où ils ont essayé d'estimer la dépense énergétique quotidienne d'un être humain. On commence là, tout à gauche, vous avez ici l'Australopithèque, apparu ici, je ne le connais pas personnellement, mais enfin ça fait 3,5 millions d'années qu'il est apparu, c'était le premier hominidé. Tous les petits points rouges là, que vous voyez en bas, c'est la dépense énergétique nécessaire pour simplement rester en vie, ce qu'on appelle nous le métabolisme de base, c'est seulement pour rester vivant et chaud. Puis les carrés noirs en haut, c'est la dépense énergétique totale en fin de journée. En d'autres termes, la différence entre les deux, ça représente la dépense énergétique par une activité physique quelconque. Pour vous donner une idée, chez l'Australopithèque, toujours, sa dépense en calories là représente l'équivalent à peu près de 2 heures de jogging par jour, 7 jours sur 7, toute sa vie. Alors, je suis d'accord, il ne faisait pas du jogging. Il chassait, il cueillait, il se défendait, et ainsi de suite. C'était purement dans sa vie quotidienne. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, ça reste assez semblable. Avec Homo sapiens, là, qui apparaît il y a 600 ou 700 000 années. Alors vous avez une question de comment c'est. Ben, on a pu le mesurer, parce que les deux derniers, là, ça prononce les Igbo, c'est 2 tribus de chasseurs-cueilleurs qui vivent actuellement sur la planète. Donc on a mesuré combien ils dépensent. Vous voyez qu'on s'est assez bien retrouvé. Le problème auquel on fait face actuellement, c'est ceci. C'est que vous l'auriez même pas vu si je n'avais pas entouré. Nous dépensons à l'heure actuelle, en totalité sur 24 heures, moins que ce que l'Australopithèque dépensait pour simplement pas claquer, pour rester en vie et chaud. Donc c'est ça l'énorme différence qui s'est produite. Mais vous me direz, on n'est plus des Australopithèques, ça fait longtemps que ça a changé, mais enfin, ben non. Parce que si je regarde les années 50, ces 3 photos que j'ai prises, c'est Europe de l'Est et Canada. Je vous jure qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui est capable de faire ce que font ces petits vieux-là, en train de scier du bois. C'est crevant, on va essayer une fois. Le laboureur, là, à la fin de la journée, il aura marché plus qu'un Suisse moyen, disons 2 tiers des Suisses moyens, aura marché pendant une semaine. Mais lui, il a poussé un machin dans le sol, puis il a manié ses chevaux en même temps. C'était ça, labourer un champ. Et le dernier, alors ça, j'ai plein de patients qui ont fait ça, qui ont atteint un âge respectable. J'ai calculé avec eux le type qui rentre les foins, qui était crevant au possible. En fait, il a dépensé en fin de journée l'équivalent d'une étape de l'Alpe d'Huez autour de France. C'est ça, simplement. Et ça, vous remontez maintenant, 2 générations plus tard, on en est là. Je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement que, par définition, il dépense beaucoup moins. Puis il n'y a pas de travail. Cette scène est extrêmement sympathique. 1956, c'est West Point aux États-Unis. Ces 2 jeunes femmes, pour se faire courtiser et pouvoir courtiser, elles sont mis au vélo, je préfère remarquer. Puis c'est pas des trucs en titane à 14 vitesses, c'est des bonnes vieilles bécanes. Si vous regardez la trace derrière, le long des trottoirs, il pleuvait. Leur petite fille, elle drague. Non, pardon, j'oublie. Chez nous, c'était la même chose, puisque Yves Montand, il draguait à bicyclette sa petite Paulette. C'est 1956 aussi. Mais 2 générations plus tard, leur petite fille drague comme ça. On a arrêté de bouger. Donc comment est-ce que j'interprète tout ça? C'est ça, je crois, qui est très important de bien comprendre. Le manque d'activité physique de notre société, c'est un phénomène extraordinairement récent. Mais si vous tenez compte du fait qu'on nous a obligés, la nature nous obligeait à dépenser 2 à 3 heures de jogging par jour pendant 3,5 millions d'années, il est absolument évident qu'on est génétiquement totalement sélectionné pour pouvoir faire ce genre d'effort. C'est tout. On claquait ici. Et c'est ça qui est extraordinairement important. Donc, 1, on est génétiquement programmé. 2, c'était la nature qui nous l'imposait. On n'avait absolument pas besoin d'avoir envie de bouger. Au contraire,
c'était jamais par plaisir. Le sport, c'est ça qui est toute la problématique, fondamentalement, c'est pas dans notre nature. On n'a pas envie, j'irais même un peu plus loin. C'était un rêve que de pouvoir bouger sans se fatiguer. Et il y a un inventeur absolument célèbre que vous connaissez, Gaston Lagaffe. Il passe en 1960 et quelques sa vie à essayer d'inventer des moyens de se déplacer sans se fatiguer. Donc, je dirais même, on est programmé pour ne pas avoir envie de se fatiguer. Toute la problématique, elle est là-dedans. C'est que nos gènes ont besoin qu'on bouge, mais nous, on n'a pas envie de le faire. Il y a une seule exception. Et je reviendrai plusieurs fois rapidement là-dessus. Regardez ce tableau, c'est extraordinaire. C'est Bruegel. On est au XVIe siècle, on a un chien. C'est que des hyperactifs. Il y en a pas un qui est assis en train de lire tranquillement ou de faire ce que font nos enfants à l'heure actuelle, quand ils n'ont pas un attention deficit disorder. Mais non, mais c'était jamais comme ça. Et les conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on considère comme un choix cornélien, il faut choisir entre marcher, pédaler ou bien prendre la voiture ou le bus, c'est pas du tout un choix cornélien. C'est archi rapide. On décide tout de suite qu'on n'a pas envie de se battre, si on n'a pas une raison particulière. Et c'est ce qui fait que de toute l'histoire de l'humanité, qui fait 3,5 millions d'années, c'est la première fois que nous sommes devenus sédentaires. Ça n'existait pas auparavant. Et ça commence maintenant dès l'enfance. Alors pourquoi est-ce que c'est si grave? J'ai pas le temps aujourd'hui de passer tout en revue, il faut me croire, mais je peux vous jurer que c'est vrai parce que je passe beaucoup de temps là-dessus. La sédentarité, le fait de ne pas bouger, évidemment, je ne parle pas de faire du sport, je parle de ne pas bouger, de ne pas utiliser ses muscles pour se déplacer, ça multiplie par 2 à 3 le risque d'être atteint prématurément. Au-delà de 90 ans, on a le droit de mourir, mais d'être atteint prématurément de maladies cardiovasculaires, cancer, Alzheimer, diabète, ostéoporose, arthrose, you name it, tout est influencé. Et d'ailleurs, c'est presque le parking, il est gratuit, il y a 10 minutes à pied. De mine de rien, ça fait 20 minutes pour y aller, pour revenir. Et qui est là, je ne sais pas, c'est des architectes, mais le nom d'un chien. Pourquoi est-ce que l'escalier dans tous les immeubles ont construit, c'est un machin qui tourne autour, un magnifique ascenseur qui demande qu'à être utilisé. Là-bas, ils ont fait exactement le contraire. Il y a un magnifique cage d'escalier. Quand on arrive, il y a de l'eau et des fruits à tous les demi-étages. Et ce qui est le vice le plus dur, c'est que l'ascenseur est hydraulique. Il monte comme ça. À moins de 4 étages, il n'y a pas une seule personne qui prend l'ascenseur. C'est bête, mais ça marche. Et la salle à manger, en plus, à l'extérieur. Vous pouvez mélanger l'incitation et la coercion. Il y a l'étude stop faite en Suède, dans les écoles, pour rester sur la droite, puisqu'on parle d'activité physique aujourd'hui. Ça aussi. Moi, je pique une crise, je pète les plombs chaque fois que je lis qu'on est de nouveau en train de dire qu'il faut baisser un peu sur les cours de gymnastique à l'école. Ça, c'est le truc. Ils ont tellement besoin d'apprendre au petit chalet qu'il faut arrêter qu'ils bougent. Là, ils ont fait exactement le contraire. Une demi-heure obligatoire tous les jours, y compris pour les profs qui devaient descendre. Et puis, pas le droit de prendre les jeux électroniques et les ordinateurs. Alors, je ne suis pas obsédé par le poids, mais ça donne une mesure que ça marche. Les 8 écoles où on a fait ça, c'est les seules écoles de toute la Suède où le poids moyen a diminué. Ça marche, mais ça marche. Mais il faut le faire. Et c'est, encore une fois, il faut de l'incitation, il faut de la coercion. Et c'est un peu un mélange des deux. Là, on a une très jolie, donc ça c'est en Australie, c'est une étude relativement récente où ils ont étudié l'effet sur tout un collectif de quand ils font vraiment, quand ils sont incités à bouger en utilisant leurs muscles. Pour la faire courte, le risque cardiovasculaire, quand on combine tout un tas de différents facteurs de risque, il est diminué de plus de moitié. Donc ça marche. On est honnêtement en meilleure santé quand on bouge. Et c'est pas dangereux. Ça, c'est l'autre truc qu'on entend tout le temps. Hein. Oh là là, il y a la pollution, je vais respirer tout un tas de trucs, et puis il y a des accidents. Je suis d'accord que quand je marche tous les jours de Champel à la gare, je suis encore sidéré, comme ça devient dangereux de ne pas être dans une voiture. Ça, je suis d'accord. Parce que même maintenant, quand on traverse le pont du Mont-Blanc, il faut regarder en avant, en arrière tout le temps, parce qu'il y a des vélos en même temps, je comprends, parce que rouler parmi les voitures, c'est infernal. Mais en fait, vous voyez là les calculs qui ont été faits, je passe rapidement, mais si on pédale une petite distance tous les jours, on prolonge son espérance de vie de 3 à 14 mois. Le risque de pollution et d'accident l'a diminué de 6 à 49 jours. Donc il n'y a pas photo. De toute manière, si tout le monde pédale, on pollue moins et il y aura beaucoup moins d'accidents. Il n'y a pas de raison de hésiter. Donc mon message de base que je voulais
passé, c'est que je crois que je commençais à regarder l'évidence sans prendre des tas de trucs un peu bizarres. Oui, il n'y a pas besoin de se cacher. Et en fait, quand on demande, moi personnellement j'estime que de vouloir favoriser une activité physique dans le cadre de nos transports, c'est pas écolo, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, d'en haut, d'en bas, de tout ce que vous voulez, c'est un simple bon sens, parce que l'activité physique est quelque chose de totalement nécessaire au bon fonctionnement de l'être humain. Mais il n'a pas envie. Toute la difficulté tient là-dedans, pourtant c'est la vie. Et je dirais, et ça, c'est extraordinairement rentable. En dehors des bénéfices écolos, alors c'est un rare truc où je peux vous jurer que ça baissera les frais de la santé. Parce qu'on ne vit pas simplement plus longtemps, on vit plus longtemps en bonne santé. Parce que c'est ça qui compte. Et au niveau des entreprises, je vous dire juste en passant, c'était très joliment prouvé par certaines études en particulier nordiques, le fait de favoriser l'activité physique dans le cadre de l'entreprise diminue au bout de moins d'une année l'absentéisme et le présentéisme. Tous les programmes transferts, retour sur investissement en moins d'une année. C'est tout. Ça marche. Ça marche. Simplement, il faut décider c'est quoi le niveau de coercition auquel on est d'accord. Et ça, c'est là, on retombe sur les discussions internes. J'aimerais juste pas oublier. Parce que là, c'est vraiment très, très, très grave ce qui est en train de se passer. On a créé notre société, elle est devenue sédentaire, elle a créé un être qui n'avait jamais existé auparavant. C'est l'enfant sédentaire et honnête. Vous regardez les peintures des familles royales, il y a 2 siècles, ils sont tous comme ça, les gamins. Et pourtant, ils avaient tout ce qu'ils voulaient pour bouffer. Donc il faut faire attention parce qu'on est en train de détruire une génération. Du cours d'eau, en particulier en Suisse, mais pas seulement, avec, on commençait quels sont les enjeux en fait, de la renaturation. Avec une petite photo de grenouille Renette, effectivement, on va parler de biodiversité, mais pas seulement. Parce qu'on verra que c'est très difficile souvent de concilier en fait, renaturation et biodiversité, et surtout c'est difficile de communiquer sur la biodiversité. Alors en Suisse, qu'est-ce qu'il en est au niveau des cours d'eau? Vous avez une proportion de cours d'eau qui est en mauvais état, qui est extrêmement variable sur l'altitude. Et en fait, ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement des cours d'eau qui sont à moins de 600 mètres d'altitude. Et vous avez la moitié des cours d'eau environ à moins de 600 mètres d'altitude en plaine qui sont considérés comme en mauvais état. Principalement au niveau du lit et des rives, en fait il manque d'espace, en résumé. Donc on a un diagnostic relativement négatif et on voit tout de suite que en fait, la problématique de dégradation des cours d'eau, elle touche le milieu urbain, beaucoup. Finalement, c'est dans les zones où il y a le plus de population, le plus de villes qu'on a le plus de dégradation, et puis c'est aussi dans les zones où on a de l'agriculture intensive. Brièvement, on voit qu'il reste 54% de cours d'eau qui sont en bon état au niveau national. Donc c'est pas beaucoup. Et là, on ne parle même pas de qualité d'eau. On parle que du lit et des rives des cours d'eau. Donc en fait, il y a la moitié des cours d'eau en Suisse, indépendamment de leur qualité d'eau, qui sont en mauvais état au niveau du lit et des rives d'après le diagnostic du risque fédéral. Donc on a une image de la Suisse en fait d'un pays idyllique au niveau des rivières, c'est absolument pas le cas. Si vous rajoutez des problèmes de pollution de cours d'eau, vous verrez qu'on est même dans une situation relativement sombre. Alors qu'est-ce que c'est que la renaturation de cours d'eau? Ici vous avez 3 exemples qui peuvent. Alors c'est pas un cours sur le génie biologique et la renaturation, mais c'est pour vous montrer que le terme même de renaturation, il cache, il met en avant des réalités très très différentes, puisque sur ces 3 photos, vous avez dans 2 cas en tout cas quelque chose qui ne peut pas être qualifié de renaturation, ça va monter à du bricolage, et dans un cas droite évidemment, un élément important ici sur un cours d'eau qui a été renaturé, c'est-à-dire qui a reçu plus d'espace principalement. Alors c'est assez défini puisqu'au niveau du paysage, le RIS fédéral a fait un concept paysage 2020 qui définit en quelque sorte qu'est-ce que c'est que la renaturation du cours d'eau en Suisse. Donc ça veut dire quoi? C'est de l'eau de bonne qualité. Alors la renaturation, c'est pas seulement du paysage, c'est effectivement aussi de l'eau de qualité. C'est les espèces indigènes, c'est là qu'on va parler de biodiversité, donc de la faune, de la flore. C'est aussi de l'espace, où avec ce terme, il revient systématiquement redonner de l'espace au cours d'eau. C'est pas si facile que ça. Et puis c'est un débit, parce que le réchauffement climatique va aggraver encore les problèmes de débit que l'on connaît déjà sur la majeure partie de petits cours d'eau de terre. Il y a un cadre juridique au niveau national qui est extrêmement précis et qui est relativement contraignant, puisque vous avez 3 lois fédérales finalement qui parlent de renaturation de cours d'eau, donc on a une base au niveau
nationale extrêmement forte. Il y a des cantons, comme le canton de Genève, qui sont dotés d'outils très performants, évidemment complémentaires, avec des projets de loi, avec des budgets d'investissement sur la renaturation. Il y a Genève, il y a Zurich, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Il faut savoir qu'au niveau européen, on a une démarche au niveau européen qui est absolument similaire. En France, en Allemagne, vous avez ce qu'on appelle la directive cadre sur l'eau. Donc il y a vraiment une très grosse démarche en Europe et en Suisse sur la problématique de l'utilisation durable de l'eau. C'est quoi les moteurs de tout ça? Le premier des moteurs, ce n'est pas la biodiversité. Le premier des moteurs, c'est la sécurité. Et en fait, les grands projets de renaturation ou les grands projets d'aménagement de cours d'eau, c'est en premier pour garantir la sécurité des riverains. C'est après coup qu'on intervient souvent sur la biodiversité ou alors sur des programmes cantonaux, comme je l'ai dit, comme le canton de Genève, mais c'est relativement novateur et pionnier. On ne trouve pas ça partout. Le deuxième objectif, c'est effectivement l'aspect biologique et paysager. Souvent, c'est plus modeste. Et puis souvent, ce qu'on met en avant, c'est l'espace de détente et de loisirs. Parce que c'est porteur politiquement, c'est beaucoup plus porteur de parler de détente et de loisirs que de parler de biodiversité, de sécurité, de risque, etc. Le rapport à la rivière, il n'est pas le même partout. Nos voisins allemands, il y a un véritable engouement en Allemagne sur des projets de renaturation. Ici, vous avez dans la Isar, dans la région de Munich, où les projets de renaturation en fait rencontrent une large adhésion et il y a un rapport à la rivière qui est complètement différent. Il y a un aspect culturel très très fort. C'est beaucoup plus difficile de faire passer et de défendre des projets de renaturation dans les régions latines, que ce soit en France ou en Suisse francophone. Quelques exemples. La troisième correction du Rhône en Valais. Donc là, le moteur, ça a été la sécurité. On a des secteurs qui risquent, comme la région de Liège, de 2 à 3 milliards de dommages sur les biens et les personnes. Donc le moteur, en fait, de l'aménagement du Rhône, qui va être une renaturation, puisqu'on a vu que le cadre légal va obliger le canton du Valais, si de toucher les subventions de Berne, de faire de la renaturation. C'est de loin pas évident. Il y a de très fortes réticences sur ce projet, mais c'est probablement le plus grand projet en Suisse et un des plus grands en Europe, avec le projet sur le Rhin franco-allemand d'aménagement de cours d'eau et de renaturation. Alors, quels sont quelques exemples de succès aussi des opérations déjà réalisées avec une ruse du Rhin, justement franco-allemand, qui vous montre un peu ce que à quoi les gens aspirent quand ils souhaitent qu'une renaturation soit réussie. Vous avez un projet Genevois qui a été réalisé par le service de renaturation du cours d'eau de Genève, qui est un très bon projet en milieu urbain et un des rares projets réussis en milieu urbain, parce qu'on a pu redonner l'espace, c'est à travers le village de Versoix. Alors, c'est pas très spectaculaire, puisque ça c'est avant, ici avec l'environnement, et puis ça c'est après, mais en sortie de chantier, et c'est toujours un peu lunaire en sortie de chantier ces projets. Actuellement c'est complètement végétalisé, c'est un projet, c'est vraiment un succès, parce que il y a eu une volonté d'intégrer la population, c'est une petite zone artisanale, c'est une zone qui est densément peuplée, densément fréquentée, et c'est vraiment un exemple. Il y a aussi des exemples à Berne, proximité de l'Office fédéral de l'environnement, un autre exemple ici où la végétation a bien repris, on a redonné de l'espace, on a dit que le concept finalement il est toujours le même, et redonner de l'espace en milieu urbain, c'est loin d'être évident. On a une grosse difficulté sur la maîtrise du foncier, on verra, en milieu urbain, les difficultés sont tout aussi grandes. Un autre exemple à Satigny, il y a des bons projets, ici c'est un bon projet de renaturation qui a été réalisé sur la commune de Satigny, mais avec des réticences des riverains, les gens comprennent mal. En fait, on a une perception du public souvent qui est difficile. Alors la majorité de la population adhère, mais en discutant avec des riverains, les gens comprennent mal, ils trouvent que ça ne fait pas entretenu, ça ne fait pas soigné. Donc en fait, la notion de biodiversité et de nature en ville, elle est de loin pas totalement intégrée dans une ville comme Genève, comme les villes françaises. Et puis paradoxalement, vous avez des projets comme la renaturation de la SEMA, qui sont de loin pas optimaux, donc qui sont suboptimaux parce qu'on a donné très peu finalement d'espace à la rivière, on a dû faire un compromis très difficile avec les milieux agricoles. On voit que la rivière renaturée ici, finalement, on n'a pas pu la décanaliser, elle est toujours canalisée, elle est toujours relativement rectiligne. Pourtant, ce projet il a été très bien accueilli, il a été primé. Donc c'est vraiment difficile, hein, le débat sur la renaturation du cours. Alors les contraintes qu'on va rencontrer, les difficultés qu'on va rencontrer, c'est quand vous partez d'une situation comme ça, ici c'est un affluent du Léman, à Mauvais, la réversibilité de tels endiguements est extrêmement difficile dans le tissu urbain. Pour arriver à des images comme celle-ci, on a essayé de proposer dans le cadre du projet Matelot, dans le cadre du Backup Bernet, ce genre de projet. Il y a d'énormes enjeux à la fois économiques,
Et on voit que personne finalement veut lâcher du terrain, hein, surtout en milieu urbain. En milieu agricole, on est obligé parfois de composer avec ce qui existe, c'est-à-dire de faire des lits très corsetés, c'est très jardin japonais, hein, si on veut, ça sent pas vraiment un rivière naturel, même si le résultat à l'arrivée est des fois sympathique. Là, on a gardé en fait l'environnement parce que sur un tronçon de cours d'eau, personne ne veut finalement lâcher des mètres carrés, donc on est obligé de faire des projets qui sont plus du jardinage qu'autre chose, même s'ils apportent un gain au niveau qualité de vie et paysage. Un autre échec, en zone industrielle, là aussi, personne ne veut lâcher du terrain. Quand on du Jura, on voit que l'entreprise vachement Constantin qui était là, ça c'est un projet de renaturation. On voit bien que c'est encore le gazon qui prime, et là on n'a pas réussi à donner l'espace. La troisième direction du Rhône se heurte au même problème. On imagine bien cette plaine du Rhône, on voit bien que les enjeux au niveau agricole ils sont considérables, et redonner de l'espace au Rhône. Le Rhône a perdu 45 km de long entre Brigue et le Léman à partir de 1850. Donc c'est énorme. Hein. L'endiguement du Rhône a perdu 45 km. Maintenant, on veut désendiguer le Rhône, et ça va coûter des dizaines d'hectares de terrain agricole. Au niveau national, on estime que la renaturation des cours d'eau, c'est 20 000 hectares de terrain agricole. Donc, les enjeux, on a parlé aussi aujourd'hui, cet après-midi, d'agriculture durable. L'enjeu sur la maîtrise du foncier, il est absolument considérable. Le projet de troisième direction du Rhône, il est fortement ralenti par ces problèmes de maîtrise. Bon, je ne veux pas revenir, il y a beaucoup de cas comme ça, on voit qu'on n'arrive pas finalement à obtenir les terrains nécessaires. Le deuxième problème majeur, c'est l'eau. On sait renaturer, mais on a des problèmes de qualité d'eau qu'on maîtrise très mal. Ici, la SEMA, avant renaturation, vous imaginez bien que la rivière en été, elle a cette apparence-là, avec les algues de ce type-là, ces phénomènes d'eutrophisation. On va savoir renaturer les rives, mais on ne sait pas revenir réellement à une qualité d'eau, à une quantité d'eau, une qualité d'eau suffisante sur ces petites rivières de plaine. Vous avez des choses bien plus graves qui se passent en France. La France est un pays qui est au tout début, le balbutiement de la renaturation de cours d'eau. Vous voyez ici que sur un affluent du Rhin, qui est l'île qui traverse sur 50 km la plaine d'Alsace, en fait, on ne peut pas consommer le poisson en cours d'eau parce qu'il est pollué par les cultures. Donc, interdiction préfectorale de consommation de poisson sur 50 km sur le principal cours d'eau de l'île. C'est quelque chose qui va durer pendant des dizaines d'années, des décennies, voire 1 ou 2 siècles. Sur le Rhône, vous savez peut-être que 300 km du Rhône, on a une solution par les PCB, c'est la même chose. Alors, on ne mange pas les pêcheurs, mais la chair, la viande humaine, en Camargue, les pêcheurs locaux, elle est impropre à la consommation, tellement ils ont été contaminés, eux et leurs enfants, par la consommation de poissons d'eau douce, de Rhône. Ça, c'est un phénomène dont on ne sait pas maîtriser. Donc, on va renaturer, il y a des bouts du Rhône qui vont être renaturés par la France, mais la consommation, la contamination PCB, là, on est parti pour plusieurs siècles, probablement, sans avoir trouvé de réversibilité. Et puis les coûts sont importants. C'est de l'ordre. La renaturation en Suisse, on va estimer, c'est 2% du budget de la Confédération par an. Hein. Donc le programme de renaturation qui se déroulerait, qui est planifié en Suisse, il serait sur 80 ans, et c'est 2% du budget de la Confédération, notamment du fait des traversées des villes. Le message actuel, pour ceux qui veulent en savoir plus, le fils fédéral, il est résumé dans un petit rapport qui vient de sortir en 2011, qui est relativement synthétique, qui résume bien les cours d'eau, les veines du paysage. On voit qu'à travers les cours d'eau, c'est tous les processus en fait, d'aménagement du territoire et d'urbanisation qui sont concernés. Alors en conclusion, on sait réaménager les rivières. Donc il y a une certaine réversibilité dans ce qui a été fait au cours du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Pour plus de nature, plus de sécurité, plus de biodiversité, ça on sait faire. Il y a un slogan, c'est redonner de l'espace aux rivières. La grande question, c'est au détriment de qui, de quoi. C'est de loin pas évident. Et là, on a parlé de processus participatif. Là, vous voyez, je vous parle de planification nationale, parce qu'il y a très peu, finalement, de processus participatif sur ces débats. On a un pas légal, on a une volonté nationale, et on a très peu de discussion et d'appropriation de ces projets. Donc c'est un vrai débat de société. Et les premiers prémices de la renaturation à travers le tissu urbain genevois sur des projets comme le PAP, Trampraille et Cassia-Vernet nous montrent qu'il y a vraiment des grandes difficultés. Je ne sais pas si on arrivera, par exemple, à remettre l'air et la brise à ciel ouvert dans le cadre des grands projets d'urbanisation. C'est de loin pas gagné. Donc on ne sait pas.
en plus renaturer les rivières polluées de plaine. Donc, on fait il y a des très grands succès, comme j'en ai montré sur la version. L'air à Genève, la renaturation de l'air, c'est un succès paysager, c'est un succès biologique, mais le cours d'eau, il y a bientôt plus d'eau. Le réchauffement climatique va encore aggraver la situation, l'urbanisation franco-suisse va encore aggraver la situation, et au niveau des communes, on voit que la plupart des petits cours d'eau des communes du bassin genevois sont menacés. Donc, une priorité, ça paraît une évidence, mais encore une fois, c'est de loin pas gagné, c'est que les tronçons qui restent, des tronçons de qualité. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer aux communes dans le cadre des DGE. Les tronçons qui restent, il faut absolument les préserver face au processus en cours, parce que c'est très très difficile une fois que c'est dégradé. La réversibilité est très très